voulais vous présenter très brièvement des concepts et des idées dont j'avais un petit peu parlé, et de plus détaillé autour d'un sondage qu'on avait réalisé pour le pacte. Je laisse tout le monde se réinstaller. Voilà, donc on a fait avec l'équipe de Manchester, justement, et Cathy Liebiter et Jonathan Cliff, donc on avait réalisé un sondage pour évaluer qu'est-ce que les professionnels font finalement après leur formation, de ce qu'ils ont appris. Est-ce qu'ils vont mettre en place la formation ou pas? Donc le pacte, je vous en ai déjà un petit peu parlé. La formation se fait via un e-learning d'une demi-journée, plus 2 jours de formation. Et puis après, vous pouvez faire en plus une supervision, enfin, qui est fortement recommandée pour être vraiment certifié en tant que thérapeute. Et on estime que vous avez les compétences pour mettre en place le pacte. Et puis, dans ce modèle, donc, comme je vous disais, c'est uniquement de la guidance parentale. Donc, le professionnel est formé, et en fait, à guider le parent, à ce que le parent lui-même mette en place cette thérapie. Donc, 460 professionnels ont été formés dans le pacte à travers le monde, la moitié en France, au Corico. Donc, c'était d'autant plus intéressant pour moi, effectivement, d'aller évaluer qu'est-ce que ces professionnels avaient fait après la formation des 2 jours de leur formation. Comment est-ce qu'on mesure finalement le niveau d'intégration, d'implémentation de ces thérapies dans la pratique courante chez les professionnels? Via différents variables qui peuvent être l'acceptabilité, pour qu'elles soient intégrées dans la pratique, il faut que ce soit très acceptable. L'adoption, c'est-à-dire comment les professionnels ont essayé de mettre en place la technique. La pénétrance, c'est en fait le nombre de patients parmi votre clientèle, le ratio, si vous voulez, de patients dans votre patientèle en totalité, qui bénéficient de ce programme basé sur l'évidence-based pratique qu'est le pacte, la faisabilité pour le professionnel, et du coup pour les parents, comme vous le verrez aussi, et l'adhérence, ce qu'on appelle l'adhérence, c'est comment vous suivez ce qui est recommandé dans ce manuel pour mettre en place ces techniques. C'est des techniques telles que le pacte ou Ruby qui sont dites evidence-based practice, qui sont basées sur les données probantes, mais qui ont été évaluées, enfin leur efficacité a été évaluée en mettant en place le programme tel qu'il est décrit dans le manuel. Donc si après vous l'utilisez de façon totalement différente, c'est autre chose. Donc, on ne peut pas du tout savoir si ça sera efficace ou pas. Donc, c'est comment vous adhérez aux techniques qui sont décrites dans le manuel, telles qu'elles ont été évaluées dans ces modèles basés sur l'évidence-based pratique. Et puis, comment elles se maintiennent à long terme. Donc, c'est les différentes variables qu'on peut mesurer pour justement essayer effectivement de monitorer, calculer comment des nouvelles thérapies et des thérapies basées sur l'évidence-based pratique sont implémentées dans la pratique courante chez les professionnels. Donc, via l'acceptabilité des professionnels, leur adoption de ce modèle au quotidien, le nombre de familles avec lesquelles ils ont commencé à mettre en place ce type de technique, la pénétrance, donc ça c'est le ratio du nombre de familles qui bénéficient de ce nouveau programme par rapport à l'ensemble de votre patientèle, la faisabilité, l'adhérence à la technique et le maintien sur le long terme. Donc il y a différentes, je ne vais pas vous parler de tous les résultats du sondage. En tout cas, on s'intéressait aux barrières et aux facilitateurs dans ce sondage, et il y a de nombreux barrières et facilitateurs qui sont connus dans ce qu'on appelle l'implémentation de science, donc dans cette science pour effectivement essayer de savoir comment améliorer l'implémentation des nouvelles pratiques, et notamment des pratiques qui sont dites basées sur des preuves. Donc, vous avez des facteurs à tout niveau. Claire Compagnon, que j'ai fait intervenir, effectivement, disait effectivement qu'il faut que le gouvernement donne des financements, mais pas que. Donc, vous avez la politique de santé. On a une politique de santé extrêmement favorable en France à l'autisme, comme vous le savez, depuis 10-15 ans, avec les nombreux plans autisme, donc de nombreux financements, mais ce n'est pas le seul point qui est important pour favoriser l'implémentation des nouvelles pratiques. C'est aussi comment, au niveau du système de santé local, ça va être mis en place, comment les organisations vont s'organiser pour favoriser la mise en place de ce nouveau type de méthode. Vous voyez là que, par exemple, à un tout petit niveau sur le Vinatier, on a eu beaucoup d'aide à Lyon, en tout cas sur l'hôpital du Vinatier, on a eu beaucoup d'aide de la direction pour non seulement avoir des financements, mais aussi permettre une restructuration qui permette d'avoir un service plus spécialisé dans le neurodéveloppement et la guidance parentale.
Et il y a des types d'organisations qui ont été évalués par des sociologues et qui sont plus en faveur d'améliorer l'implémentation de ce type de thérapie. Donc, c'est par exemple les cultures d'organisation proficientes. Ça, c'est une culture d'organisation, donc vos cadres, etc., l'hôpital, vos institutions, les CESAD. C'est comment ils sont organisés vers le bien-être de l'usager, que leur but, c'est vraiment que l'usager soit bien reçu, qu'il soit bien, et que les thérapies qu'on délivre soient vraiment optimales pour cet usager. Donc, ce type de culture d'organisation est dite favoriser l'implémentation des nouvelles pratiques et des pratiques basées sur l'évidence-based practice. Et puis au niveau individuel, bah, après, effectivement, c'est chaque professionnel. Hein, on l'a bien vu justement avec la restructuration sur l'hôpital du Vinatier. Tous les professionnels n'ont pas eu envie de se diriger vers des nouveaux types de thérapies, des choses qu'ils connaissaient moins, ou voilà, des thérapies qui leur semblent plus protocolées par certains côtés. Donc, en tout cas, c'est l'attitude des professionnels vis-à-vis de ces thérapies basées sur l'évidence. Le rôle du professionnel, on n'en parle peut-être pas assez, mais on a tendance à former de façon assez large beaucoup de monde, mais on forme quelquefois des gens, des professionnels qui, en fait, sont impliqués dans toute autre chose. Hein. Je donne l'exemple, on a pas mal de centres d'évaluation en France, et effectivement, quelquefois, ces professionnels-là sont formés à beaucoup de thérapies ou sur les CRA, mais eux-mêmes, en fait, n'ont pas de temps dédié dans leur temps clinique pour faire de la thérapie ou très peu. Donc forcément, c'est des gens qui utiliseront pas beaucoup la formation et tout ce qui leur a été transmis, puisqu'en fait, ils n'ont pas le temps en pratique. Ou encore, quand vous êtes clinicien senior, ou en tout cas, voilà, vous managez des cliniques, quand vous êtes responsable en même temps que d'être clinicien, bah, le fait d'avoir des responsabilités vous prend du temps. Typiquement, hein, Mario est formé au PACT, est formé au Denver, le professeur Mario Speranza. Bon, c'est pas lui qui en pratique va les mettre en place au quotidien. On sait que quand vous êtes responsable d'unité, etc., bah, ça vous prend du temps, le management et les réunions institutionnelles. Et du coup, c'est pas vous qui allez pouvoir le plus utiliser. Donc, c'est aussi comment on va cibler les professionnels qu'on forme, les plus motivés pour apprendre une nouvelle technique, comment leur emploi du temps permet ça, et puis on verra un petit peu dans les résultats d'autres points. Et ce qui est très important dans les thérapies médiées par les parents, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que effectivement, donc il y a tous ces facteurs qui rentrent en compte pour favoriser l'implémentation de la guidance parentale, mais aussi les parents. Hein. On a souvent dissocié un petit peu les études, c'est-à-dire qu'on étudiait en quoi effectivement le parent, ça le stresse ou pas de mettre en place une thérapie à la maison, comment il peut apprendre, etc. Mais en tout cas, ça peut être aussi vu de ce point de vue-là, c'est-à-dire que c'est aussi un facteur qui va être facilitateur ou modérateur. Vous verrez, les compétences des parents, leur motivation, leur niveau social, etc. Et puis, l'enfant, donc c'était la question que posait Natacha Gallifet, notamment au sujet du pacte. Hein. Dans le pacte, c'est quand on pratique effectivement des enfants qui ont des comportements répétitifs très élevés ou qui sont très envahis par le sensoriel, ça peut quand même voilà, amener un certain obstacle dans la mise en place du pacte au quotidien. Mais certainement pour d'autres thérapies aussi, quand ils sont très sévères. Donc, le but de notre étude de sondage, c'était vraiment de mesurer l'intégration de cette nouvelle thérapie dans la pratique courante. Et ça, on l'a fait via l'adoption. Donc, on demandait aux personnes, et parmi vous ont répondu et merci, combien de familles ils voyaient avec la thérapie PACT, et puis d'évaluer donc les facteurs qui modéraient l'implémentation. Bon, je vous passe un petit peu tout ça parce que je vais laisser du temps à Marie-Joëlle, on a pris du retard. En tout cas, il y avait 200 professionnels qui ont répondu et que je remercie. Et j'avais également demandé aux professionnels qui suivaient des parents, donc la deuxième, troisième séance sur les 12, je leur disais, vous pouvez passer le questionnaire parent aux parents. Donc il y avait 2 questionnaires quand même. Donc on avait une population de 232 professionnels qui ont répondu et 94 parents qui ont répondu à un sondage pour parents sur leur perception, hein, dans l'idée de vraiment traiter, pardon, dans l'idée de vraiment traiter dans l'idée de vraiment traiter tous ces facteurs modérateurs ou facilitateurs ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on montrait? C'est que les parents, globalement, hein, c'est les résultats en bas, là, acceptaient très bien cette thérapie. C'était également très acceptable pour leur enfant. On avait différencié, est-ce que c'est acceptable pour vous? Est-ce que c'est acceptable pour votre enfant, le pacte? Est-ce que c'est faisable? Donc, bon, ça restait plutôt relativement faisable.
et puis combien de fois par semaine ils l'utilisaient à la maison. Hein. Et la médiane, donc 50% en dessous et 50% au-dessus, était de 4 sur les 7 jours. Donc, donc, de façon médiane, en tout cas, ils utilisaient 4 fois par semaine la thérapie PACT. Parce qu'en fait, dans le PACT, ce que je vous ai peut-être pas redit, c'est qu'on propose aux parents d'essayer d'utiliser une demi-heure, un petit peu tous les jours, la thérapie, les principes qui ont été transmis par le thérapeute. Et puis du côté des professionnels, alors il y avait une grande acceptabilité du modèle, hein, 6,1 sur 7. Faisabilité en pratique, alors déjà ça diminuait, là, ils ne trouvaient pas ça si faisable dans l'environnement. L'intention de l'utiliser restait assez forte, 70% disaient qu'ils voulaient l'utiliser et 25% s'étaient certifiés déjà au moment où on a fait ce sondage. Et puis, il y avait alors ça c'est un modérateur important, c'est le temps moyen entre la certification et la formation. Hein. Un certain nombre, donc beaucoup de gens, ces 400 personnes professionnelles avaient été interrogées, donc il y en a 200 qui ont répondu, mais parmi eux, il y a des gens qui venaient de faire la formation. Donc, bien sûr que le temps que vous avez eu pour utiliser ce modèle est bien sûr un facteur qu'on prenait en compte. Et in fine, en tout cas, on obtenait donc sur cette période-là, en 12 mois, que de façon médiane, par exemple, de façon médiane, il y avait 2 familles, donc ce pas des moyennes, hein, pour ceux qui ne connaissent pas bien, mais de façon médiane, en tout cas, il y avait 2 familles qui étaient vues par professionnels formés sur 12 mois. Donc ça peut paraître peu ou beaucoup. Je vais d'ailleurs refaire quelques analyses à la suite de ce que m'a proposé Jonathan Green. Là, c'est vraiment sur l'ensemble des professionnels. Moi, ce qui m'intéressait, c'est que sur 200 professionnels qui ont répondu, en un an, sachant qu'il y en a qui venaient d'être formés, mais qui d'autres étaient formés depuis plus longtemps. Oui, parce qu'il y en a, ça faisait 3-4 ans. Hein. Là, c'est le temps moyen entre la certification et la formation. Donc, en moyenne, c'était un an, si vous voulez. Donc, normalement, en un an, vous avez quand même eu le temps de suivre voilà, 2-3 familles et largement plus, normalement. Donc, bon, c'est à la fois pas très élevé et pas si mal, finalement. 2 familles. Donc, on cherchait quels avaient été les facteurs modérateurs ou facilitateurs. Ce qui ressortait de façon intéressante, je vais passer directement à la dernière diapo, c'est qu'il y avait des facilitateurs au niveau de la politique nationale, hein, puisque la France était quand même le pays le plus formé là, sur les 400 professionnels, et parmi les gens qui répondaient. L'organisation des services de santé locale ressortait comme quelque chose qui pouvait être facilitant ou modérateur. Ce qui était beaucoup dit, et ce qu'on a retrouvé comme facteur un obstacle, c'était le fait de travailler sur le service public. Alors, 60-65% de notre population qui a répondu, hein, parmi les professionnels, était sur le service public. Alors, ça semblait un facteur, un peu une légère barrière, parce que ce qui ressortait aussi au niveau du management, pas forcément que sur les services publics, mais en tout cas, c'était un autre point qui pouvait faire barrière, c'est que ça demande beaucoup de flexibilité. En fait, on n'est peut-être pas suffisamment préparé quand on va se former à ce genre de modèle, au fait que ça nécessite du temps de lire les manuels, de se filmer, enfin pour ceux qui ont commencé le pacte, vous voyez, d'apprendre quelque chose de nouveau, ça nécessite de donner du temps aux équipes. Hein. Donc ça peut être assez chronophage, et puis c'est comment on réorganise leur temps si... je ne sais pas, si vous avez des sessions dans votre organisation, dans votre institution, des sessions d'1 heure, si tout votre emploi du temps est organisé comme ça ne va pas suffire pour mettre en place du pacte. Il y avait des orthophonistes en libéral qui disaient aussi, alors là, vous pourrez se dire, ils ont tout le champ ouvert dans le libéral, mais non, parce que elles ont le droit à une demi-heure hein, je cherche le mot. Vous avez compris. En tout cas, elles ont droit à une demi-heure qui est remboursée par la Sécu. Donc, du coup, elles n'ont pas le temps de mettre en place le pacte, hein, qui prend plutôt 1 heure et demie à mettre en place. Donc, l'organisation et l'environnement. Le soutien, c'était quelque chose qui ressortait à la fois chez les parents et chez les professionnels. Alors, les parents étaient demandeurs de connaître d'autres parents qui mettraient en place le pacte. Alors, ça, c'était assez intéressant et j'en ai parlé dernièrement avec une collègue. C'est vrai qu'on se dit tous ces noms, pacte, ESDM, Denver, bon, c'est pas ça qui est le plus important. Et bien, en fait, pour les parents, ça leur fait un repère. En fait, ils savent ce qu'on fait. Enfin, c'est ce truc-là, le pacte-là. Et ce que disaient les parents, c'est qu'ils auraient bien aimé connaître d'autres parents. À l'époque, ils ont fait l'étude. Et même actuellement,
en Angleterre, ça commence à être très connu, le pacte, mais pas non plus voilà, par tout le monde. Donc, ils auraient souhaité avoir un réseau de parents avec qui ils puissent discuter de cette technique. Les professionnels disaient beaucoup que c'était très important d'avoir d'autres professionnels pour en reparler. Et puis, encore mieux, s'il y avait d'autres professionnels de former dans la même équipe qu'eux. Je pense que c'est essentiel quand on commence des nouvelles techniques. Et c'est beaucoup dit dans toute la littérature de l'implémentation de science. Effectivement, c'est hyper important d'être plusieurs à se former dans la même équipe pour se co-étayer, pouvoir en reparler de cette nouvelle technique, de pouvoir parler de ses difficultés, mais aussi de ses réussites, et d'avancer ensemble. Si vous vous retrouvez tout seul, d'autant plus dans des équipes qui sont un peu, voilà, qui seraient un petit peu opposées à une nouvelle technique, et donc c'est encore pire quelque part si les gens ne sont pas du tout formés autour, mais et beaucoup mieux du coup à l'inverse si vous avez d'autres personnes qui sont formées et au moins favorables à ces nouvelles techniques. Il y a bien sûr des barrières des facilitateurs au niveau de tout ce qui est technique. Il y a des parents qui ont pu rencontrer des difficultés avec la visioconférence, comme a pu le dire Cathy. D'autres parents qui attendaient aussi qu'on leur dise plus quoi faire, hein. Et surtout à Hong Kong, où ça ressortait qu'être parent à Hong Kong, c'était difficile pour eux d'aller jusqu'au bout de cette thérapie, hein. Ils ont formé beaucoup de gens. Il y a une grosse association à Hong Kong qui a formé des gens au pacte. Mais les parents disaient qu'ils avaient du mal à la mettre en place au quotidien, à trouver du temps. Et puis, ça ressortait beaucoup qu'aussi, ils attendaient quelque chose de plus directif de la part des thérapeutes. Même les thérapeutes disaient ça, c'est-à-dire que certains thérapeutes qui sont très formés à être plus directifs avaient du mal avec cette technique qui est dans le pacte, qui est plus de l'ordre de l'accouchement un peu socratique, hein, où on amène le parent à voir sur la vidéo ce que lui, il a pu mettre en place. Ce n'est pas à nous de lui dire qu'est-ce qu'il a fait de bien ou pas bien, surtout qu'il n'y a pas de jugement. Bien sûr, les compétences des parents, les compétences de l'enfant, l'environnement du parent, enfin, tous ils le disent, hein, le temps, aussi bien pour les thérapeutes que les parents, le temps est quelque chose qui c'est très demandeur en temps, même si c'est que 12 sessions de formation, même si on vous demande qu'une demi-heure par jour, bah, c'est énorme dans la vraie vie, hein, quand vous avez d'autres enfants, etc. Donc ça dépendait de l'aide qu'ils ont, et pas tant de leur travail que de la flexibilité aussi pour les parents qu'on leur permettait au travail, hein, donc de pouvoir s'absenter, etc. Et puis, enfin, il faut quand même noter que enfin, des biais, c'est que les parents ne travaillaient pas beaucoup. En fait, ils étaient tous sur des mi-temps ou un travail assez flexible. Voilà, donc pour conclure, effectivement, c'était important, l'implémentation dépendait donc des professionnels et de leur organisation, mais aussi des parents. Il y a un nombre de familles bénéficiant de la thérapie par professionnel qui ne semblait pas très élevé, mais bon, c'est peut-être pas si mal que ça. Et les facteurs qui sont liés aux parents et aux professionnels, c'était le soutien de tous les protagonistes autour, pour les parents, bah, la famille, toutes les personnes qui sont autour, les professionnels. Ça ressort beaucoup dans le discours des parents, hein. Ils sont en train de sortir un espèce de e-learning, le pacte, enfin un e-learning, mais le fait d'avoir un thérapeute qui vous soutient, qui vous guide, enfin ça ressort. Les parents appréciaient leur thérapeute, disent que c'était très important, la qualité du thérapeute, comment le thérapeute les emmène. Donc, ce lien humain qui les guide dans cette technique ressortait beaucoup dans le discours des parents. Et puis l'importance, oui, des politiques qui supportent l'évidence-based pratique, mais aussi de guider donc, les systèmes de santé plus locaux, hein, pour implémenter de façon efficace et peut-être, je ne sais pas, hein, des entretiens pour les professionnels, en tout cas de favoriser que les professionnels qui vont avoir ces formations, qui sont souvent assez coûteuses, puissent être des professionnels motivés, hein. C'est ce que avait fait Natacha Gunifel lors de sa dernière formation au Pacte. Elle vous avait demandé de dire, je crois, voilà, pourquoi vous vouliez faire la formation Pacte. Je vous remercie, et puis je ne vais pas permettre les questions, mais je vais passer la parole à ma collègue Marie-Joëlle Dorel, et puis on fera des questions à la fin. Alors oui, j'ai oublié parce qu'en fait, Lucie Jurek a malheureusement pas pu être là pour des raisons personnelles. Elle a fait une très belle revue, une métasynthèse. Alors une métasynthèse, c'est vous prenez toutes les études qualitatives qui existent. En l'occurrence, donc c'est sur l'expérience des parents sur les thérapies médiées pour quand ils ont un enfant avec autisme. Donc, elle a fait une revue systématique sur l'ensemble des papiers qui essayent de connaître quelle est la perception des parents sur l'intervention médiée qu'ils ont eue. Donc, différents types d'interventions, aussi bien le pacte, mais voilà, tout autre type de modèle, notamment des thérapies plus basées sur l'ABA, avec une méthodologie très stricte, qui est celle de Cochrane, qui suit les recommandations officielles internationales.
Et donc, in fine, on arrivait, après un screening très important, hein, duquel j'ai participé, puisqu'on fait des doubles screenings, etc. On était sur 2000 papiers, je crois, initialement. Ouais. Et finalement, trouvé, in fine, hein, il y avait donc 21 études qui étaient incluses dans cette métasynthèse, qui réellement donc recueillait de façon qualitative la perception des parents dans une intervention médiée par les parents et pas simplement une formation. Hein, c'est la différence que je vous ai faite ce matin au tout début. Donc selon nos critères. Il y avait 320 parents dont les propos étaient recueillis. Et là, on voyait qu'il y avait des facilitateurs de l'implémentation quand les processus de traitement étaient enseignés étape par étape aux parents. Quand vraiment on avait des petits objectifs avec les parents et qu'on avait une méthode qui allait pas à pas avec les parents. Le lien donc positif, une fois de plus, entre le parent et le thérapeute, ça c'était quelque chose qui revenait beaucoup dans l'ensemble de ces études et auprès donc, de ces 320 parents, donc toute thérapie, toute guidance, toute thérapie médiée par les parents confondus. L'utilisation du vidéo feedback est plutôt bien appréciée par les parents globalement, hein, puisque c'était un facilitateur. L'utilité du côté réflexif des techniques, donc c'est vraiment ce que fait le pacte. Hein, on demande aux parents de réfléchir sur ce qu'ils ont fait, sur comment, qu'est-ce qu'ils observent, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus utilisé dans toutes ces techniques et qui est apprécié, qui était facilitateur au regard des résultats de cette étude. Et puis des interventions, en fait, d'avoir une intervention qui est considérée comme faisable et qui va être pas trop difficile à implémenter à la maison. On a beaucoup discuté hier aussi avec Karen Beers de vraiment bien évaluer aussi avec les parents qu'est-ce qui est possible pour eux de faire à la maison et de ne pas les mettre en échec. Parce que si vous les mettez en échec, effectivement, ils ne vont pas faire, ils vont finir par plus venir en session de formation, etc. Tout ce qui était, donc ce qui ressortait de cette métasynthèse et de la perception des parents vis-à-vis des thérapies médiées pour lesquelles ils avaient pu être formés, c'est que ça, on dit l'empowerment, que ça leur permettait vraiment de prendre confiance et conscience de leurs compétences, de les renforcer, de les rendre plus puissants, mot à mot, et d'améliorer leur enfant. Donc c'est ça qui ressortait aussi de toutes ces études. Et puis des barrières qui étaient le temps, la logistique, le challenge vraiment de trouver du temps à la maison, d'implémenter quand il y a des... Enfin, ça peut être challengeant, c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi, mais ça ressort effectivement quand vous avez un enfant très sévère. Implémenter les techniques, c'est comme pour nous en tant que professionnels, que plus l'enfant est sévère, plus on va être en difficulté. Donc vous imaginez, les parents, c'est la même chose. Quand il y a des barrières dans l'environnement autre, la logistique de la famille, etc., des parents isolés qui vont être plus en difficulté, etc. Et puis, ressortait aussi de tout ce que disaient ses parents sur leur perception vécue, donc d'avoir suivi ces formations pour mettre en place des thérapies à la maison, des thérapies médiées par les parents. C'était le sentiment d'être un peu dépassé. Alors déjà, il y a tout ce volet dont on a déjà parlé sur l'acceptation du diagnostic et puis du post-diagnostic. Le besoin d'intervention complémentaire, ça ressortait aussi dans mon sondage pour le pacte. Il demandait justement par rapport au comportement répétitif ou sensoriel d'avoir des prises en charge de type sensoriel justement pour ces comportements-là, parce qu'il voyait bien que le pacte n'adressait pas directement ça. Et ça, c'est vraiment à nous en tant que praticiens de vraiment évaluer dès le départ avec les familles leurs besoins, leurs attentes, et puis les besoins de cette famille en regard de l'enfant. Est-ce qu'ils ont plus besoin de psychoéducation à ce moment-là? Est-ce qu'ils ont plus besoin d'un traitement des comportements des filles? Est-ce qu'ils ont plus besoin de pacte? Donc ça, c'est vraiment pouvoir en discuter avec eux et puis partir effectivement sur la bonne voie, on va dire, pour que ce ne soit pas effectivement trop et qu'ils ne soient pas dépassés par le stress, etc. Je ne sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, mais effectivement, la littérature a du mal, on a des résultats dans les deux sens par rapport au stress que ça peut amener aux parents. Il y a des études qui sont dans le sens où certaines thérapies médiées par les parents et le pacte en ferait peut-être partie.
où ça va quand même diminuer le stress des parents, renforcer leurs compétences parentales, améliorer leur communication avec leur enfant, donc voilà, la satisfaction d'être avec leur enfant, le plaisir d'être avec leur enfant, et puis d'autres méthodes que j'ai pas, enfin, je n'en ai pas en tête, mais en tout cas, il y a des résultats qui sont mitigés, qui peuvent des fois être plus stressantes ou moins pour les parents. Mais vous voyez qu'au regard de tous ces facilitateurs et barrières, c'est ça qu'il faut qu'on prenne en charge dans notre pratique quotidienne. Donc, choisir déjà les traitements qui sont les mieux adaptés, hein, visiblement ce que les parents aiment, des thérapies qui renforcent les compétences des parents, et puis bien faire attention à tout ce qui est logistique, etc. Être sûr que c'est le bon moment, hein, disait Karen B, c'est pour la famille aussi. Alors, vous direz, peut-être que ce ne sera jamais le bon moment, mais en tout cas, c'est une famille qui est en train de déménager, qui a des soucis avec, je ne sais pas quoi, des deux parents qui est en train d'être mis dehors de son travail, etc. Donc, du coup, voilà, ils sont peut-être pas dans un bon moment. Peut-être qu'il faut mieux se revoir dans un mois, dans 2 mois ou dans 6 mois. Et puis, bien faire attention que ce qu'on propose aux familles ne va pas être trop. Est-ce qu'ils ont besoin de ça à ce moment-là ou est-ce qu'ils ont plus besoin d'un peu de psychoéducation ou d'autres choses? Je laisse la parole à ma collègue Marie-Joëlle de Rêve, donc qui nous vient du centre hospitalier de Versailles.